Bienvenue dans la voie du BTP, le podcast où les pros du bâtiment prennent enfin la parole. Ici, on parle vrai, on parle métier et on parle terrain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Shan Nyongo, dirigeant du coup de Makassi Energy Service. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Bah super. Merci déjà beaucoup de venir, passer une petite heure avec nous aujourd'hui. Restez bien, on va découvrir pas mal de choses sur les énergies, sur ton parcours, donc ça va être super intéressant. Avant de commencer, ma petite habitude préférée, on va dire, je sais pas si c'est préféré, ça fait un peu peur des fois. Je demandais à une intelligence artificielle du coup de te présenter, voir un peu, ce qu'elle a pu découvrir sur toi, bah, on va dire sur ce que tu postes sur internet et puis après tu me dis si c'est plutôt pertinent. Pas de problème. Alors, du coup, Chad est un entrepreneur engagé dans la performance énergétique et la transition écologique du bâtiment. Après plusieurs années d'expérience dans le génie climatique, il a fondé Makassi Energy Service, une société qui accompagne les professionnels, bailleurs, syndics, collectivités et entreprises du BTP dans leurs projets d'optimisation énergétique. Makassi intervient sur des chantiers de rénovation, d'entretien et de maintenance thermique en apportant une expertise technique solide et une vision globale du bâtiment durable. Entre innovation, proximité et exigence de qualité, Chad fait partie de cette nouvelle génération de dirigeants qui placent l'efficacité énergétique au cœur de la performance des entreprises. Eh ben. Eh bah, ah ouais, elle était complète celle-ci, hein. Ah ouais, elle était très 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 complète. Franchement, je m'attendais pas à une présentation comme ça. J'ai l'impression d'être un président là. Ah bah ça c'est pas à moi de le dire, hein. C'était plutôt précis quand même ou il y a eu des trois erreurs? Bon, en tout cas, merci pour la présentation et pour l'introduction. Ça fait plaisir quand même. Avec plaisir. Bah maintenant vas-y, présente-toi on va dire, à la version bon, même si ChatGPT apparemment l'a déjà plutôt bien fait. Comment tu te présenterais toi? Bah, moi, écoute, je suis Chad. Je dirige Makassi Energy Service depuis début 2025. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la maintenance, l'exploitation de chaufferies, donc l'efficacité thermique des bâtiments. Je travaille principalement pour du pro, donc tout ce qui est collectivité, syndic, bailleurs, qui d'autres encore, des centres commerciaux, des maisons de retraite, tous les bâtiments qui reçoivent du public, quoi. Donc moi, j'ai vraiment une spécialité dans tout ce qui est ERP, donc établissement recevant du public, dans tout ce qui est la maintenance des systèmes thermiques. OK, et du coup, avant de vraiment rentrer dans le détail de Makassi, qui est quand même une entreprise assez jeune, comment tout a commencé pour toi? Ah, comment tout a commencé? Bah, si tu veux, moi, j'ai commencé avec un bac pro technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques. Donc, pendant 3 ans, j'ai découvert ça grâce à mon père. Si tu veux, j'étais assez turbulent à l'école. Du coup, en fait, il m'avait mis un gros coup de pression en troisième. Il m'a dit, soit tu choisis un bon métier, soit je sais pas. Du coup, à côté de chez moi, il y avait un lycée vraiment dans la même rue. Il y avait un lycée spécialisé dans le bâtiment, le lycée Le Corbusier à Cormeil en Parisis. Et OK. c'est là où j'ai découvert la technicité des chaudières. Et franchement, ça m'avait plu. J'étais en visite avec mon père, du coup, il m'a dit de m'inscrire là. Je m'y suis inscrit. Franchement, ça m'a plu. J'ai fait mes 3 ans là-bas. J'ai obtenu mon bac. Ensuite, je suis parti au Canada pendant 1 an et demi pour OK. apprendre l'anglais. Et aussi, j'ai fait une université, l'université de Laval pendant 1 an. Après, OK. je suis revenu en France parce que ma mère, elle avait des gros soucis de santé. Et ensuite, à la suite de cela, j'ai commencé ma carrière professionnelle déjà en tant que technicien multitechnique à la prison de Fleury-Mérogis, OK. donc la plus grande prison d'Europe. Ouais, ouais, bien J'étais sûr. technicien, j'avais à peine 19 ans. J'étais technicien là-bas pendant... J'ai pas duré longtemps là-bas parce que le milieu carcéral, c'est un milieu assez compliqué. Ouais, c'est Donc comment d'être du coup d'être technicien dans ce milieu carcéral? C'est pas enfin, c'est rare, on va dire. Comment ça se passe? bah, comment Mmh, ça se d'accord. passe? Si tu veux, en fait, bah, je m'occupais, la prison de Fleury, en fait, c'est la plus grande prison d'Europe. Donc, déjà, si tu veux, tu as 5 prisons dans une seule prison. OK. Donc, si tu veux, on appelle ça des tripales, où c'est 3 bâtiments qui sont reliés en un. Donc, ça fait comme un espèce de, tu vois, le logo Mercedes. Ouais. Bah, en fait, c'est ce qu'on appelle une tripale et ça ressemble exactement à ça. Et si tu veux, la prison de Fleury, il y a 5 fois des bâtiments comme ça. Donc, tu avais une affaire de presque plus de, sans te mentir, à vue d'œil, entre 5 et 6 000 détenus. OK. Et moi, avec
avec un collègue, on avait en charge un bâtiment, donc tout ce qui est partie multitechnique, hein, donc partie chauffage, plomberie, je changeais des vitres, tout ça. En fait, la particularité là-bas, c'est que tu formes aussi des détenus. Donc j'avais 19 ans et je formais deux détenus qu'on appelait des oxys. Donc on leur montre le métier, tout ça. Mais si tu veux, t'es pas Ouais, forcément serein quand tu sais des fois ce qu'ils ont fait et qu'ils sont juste derrière toi, quoi. bah, Donc surtout que tu dois te regarder après, tu dois enfin, c'est bête quand tu sais qui est ton cadre, tu dois regarder ce qu'ils ont fait, hein, je pense c'est humain, exactement. hein. Après, blague à part, il m'est arrivé une situation et à partir de là, j'ai dit que non, plus jamais je vais retourner au milieu carcéral. On était parti dans les ateliers. Je sais pas si tu vois dans les films américains un peu, tu vois, il y a des ateliers où tu vois les prisonniers qui travaillent. Ben, il y a exactement la même Ouais, chose en j'ai vu. France. Donc, ils font des cartes de OK, Noël, tout ça. Et j'étais parti pour intervenir sur un système de plomberie avec mes deux oxys. Et sans te mentir, en 2 minutes, j'avais ma grosse clamodette qui avait disparu. Donc, faut savoir que à la OK, prison, si tu perds un seul outil, ils ferment toute la prison. Donc, la prison, elle est OK. sur pause tant qu'ils n'ont pas trouvé la clé à molette. D'autant plus qu'ils peuvent s'en servir pour faire je sais pas trop quoi. Donc, j'ai après cette expérience-là, crois-moi que j'avais plus envie de retourner là-bas. Du coup, Mais ils après, l'ont retrouvé au moins la clé à molette? ouais, on l'a retrouvé heureusement. C'était des pneus qu'il avait piqué, il avait caché, on l'a retrouvé. Et du coup, ensuite, après ça, j'ai démissionné, j'ai commencé à travailler chez Engie en tant que technicien de maintenance à la Philharmonie de Paris. Donc c'est là où j'ai vraiment découvert ce que c'est que l'ERP. J'ai vraiment kiffé. Donc en plus, on travaillait dans un lieu très prestigieux, la Philharmonie de Paris. Donc je pouvais te cacher en coulisses pour voir des grands pianistes jouer, tout ça, c'était trop bien. Du coup, là-bas, J'imagine, ouais. j'ai fait à peu près un an. Ensuite, après, je me suis mis en intérim en tant que chauffagiste. J'ai commencé chez Vinci. C'est là où j'ai vraiment découvert le milieu du thermique. D'accord. Donc, tout ce qui est fonctionnement, je connaissais pas du tout, hein. Quand ma jeune du milieu multitechnique, c'est là où j'ai vraiment découvert qu'il y avait plusieurs systèmes de chauffage. Il n'y avait pas que des chaudières. Il y avait aussi la vapeur, il y avait le bois. C'est vraiment avec Vinci que j'ai tout découvert. Je suis resté là-bas à peu près 2 ans et demi, 3 ans. C'est là où j'ai fait mes armes, c'est là où j'ai appris. On avait essentiellement des bailleurs sociaux. Donc, si tu veux, les bailleurs sociaux, c'est un milieu très, très, très particulier parce que ils veulent tout maintenant. Donc, OK. tu dois constamment agir dans l'urgence. Du coup, bah, ça m'a appris à travailler sous stress, mais en même temps, il faut être performant parce qu'il faut savoir que j'ai travaillé là-bas pendant le Covid. Donc, pendant le Covid, la particularité, c'est que tout le monde était à la maison. Donc, il fallait Oui, que des chaudières, que le système thermique fonctionne en permanence. Donc, pour le confort, sachant que si tu as une chaudière qui fonctionne pas, bah, ça peut impacter facilement 100 à 200 logements, quoi. Et bien sûr, ouais, j'imagine. ensuite, après, ouais, donc, quand tu as 100 personnes qui se plaignent derrière, crois-moi que t'as les nerfs. En plus, en plein milieu de Paris, dans le 19e arrondissement, c'est un quartier assez à part. T'as pas envie d'avoir de problème là-bas, quoi. Et ensuite, après ça, j'ai travaillé après Vinci, j'ai travaillé chez Réolion Multitech. Pareil, toujours en tant que technicien chauffagiste, avec pareil les bailleurs sociaux. Franchement, une superbe entreprise. On ai appris beaucoup plus avec mon responsable d'exploitation et le chargé d'affaires. D'ailleurs, j'ai des très très bons souvenirs. Une équipe très 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 sympa, ils te motive et franchement, j'avais vraiment l'amour du métier grâce à cette entreprise en particulier, où je voyais vraiment des gens passionnés par ce qu'ils faisaient. Et ensuite, après Renault Multitech, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat dans un premier temps en rachetant une entreprise, D'accord. donc qui s'appelait SCP Île-de-France. C'était une entreprise spécialisée dans la plomberie et dans la maintenance thermique aussi. Mais la particularité, c'est que comme j'étais jeune, on va dire, il y a des choses que j'avais pas vues au moment du rachat. Donc, il y avait quelques ardoises, quelques surprises que j'ai découvert au moment où je l'ai racheté. Et aussi, bah, beaucoup d'erreurs managériales, hein.
quand moi je suis un bon gars du terrain et d'un coup, je dois gérer une équipe d'une quinzaine de personnes, on va dire j'ai fait beaucoup d'erreurs. Du coup, bah, j'ai dû le bilan. J'ai dû déposer le bilan et franchement, ça, c'était l'une de vraiment des plus compliquées, hein. Parce que souvent, tu vois, on voit sur Internet que ouais, l'entrepreneuriat, c'est cool. En plus, là, actuellement, il y a un peu la mode de la reprise d'entreprise et tout. Bien Et sûr. il faut bien prendre en compte plusieurs paramètres qu'on oublie souvent à cause de la fougue et tout. Il faut vraiment être méticuleux, si tu veux, quand tu veux reprendre une entreprise, même quand tu veux entreprendre, surtout dans le milieu du bâtiment, qui est un milieu assez à part, Mmh. avec beaucoup de retard de paiement. Donc, tu dois savoir jongler avec tes fournisseurs, jongler avec ton fonds de roulement, jongler avec ta trésorerie. Et tout ça, je l'avais pas acquis. Aujourd'hui, ça s'est passé il y a 3 ans. J'ai eu beaucoup d'expérience et surtout, j'en ai appris beaucoup. Ce qui m'a permis de plus reproduire les mêmes erreurs aujourd'hui sur ma cassette. Mais c'était quand même déjà une très, très belle expérience où j'avais quand même beaucoup de maintenance. J'avais toute la ville de Malakoff, une partie de la ville de Malakoff plutôt en exploitation thermique. Donc Malakoff, c'est une grosse ville dans le 92, à côté de Paris. J'avais la maintenance de ces chaufferies. Ensuite, je bossais beaucoup avec des centres commerciaux, des bâtiments tertiaires. Donc, j'étais sous-traitant d'exploitants comme Engie, Sodexo, qui d'autres encore, IDEX. Et D'accord. c'était une entreprise qui réalisait 2 millions de chiffres d'affaires. 2 millions de chiffres d'affaires avec un tout petit peu de bénéfices parce que je connaissais pas encore les termes techniques, EBITDA, résultat net. Moi, je me focalisais que sur le chiffre d'affaires, tu vois, l'erreur du débutant. Ouais, Donc, tu te dis, ouais, je j'imagine fais 2 millions. franchement ça. Exactement. Donc, en fait, tu satisfais juste ton ego en disant, ouais, mon entreprise, elle fait 2 millions. Tout ça, je vais acheter une entreprise qui fait 2 millions. En fait, c'est complètement caduque parce que je gagnais pas énormément d'argent. J'avais une très mauvaise gestion de la trésorerie, une très mauvaise gestion managériale. Je m'étais pas formé. Une très, très grosse erreur. Maintenant, aujourd'hui, je me forme à toutes parts s'il faut. Euh, ensuite, bah, après, quand j'ai déposé le bilan, pendant 2 ans, j'ai eu une grosse phase de dépression parce que bah c'était quand même, tu mets une quinzaine de personnes au carreau, on va dire les moqueries, parce qu'en France, on n'aime pas l'échec. Donc, les moqueries, tout ce qui va avec, les anciens salariés qui abîment ta réputation, tout ça et tout ce qui va avec. Mais après, j'ai envie de dire, ça m'a servi de leçon. Et je me suis dit d'un côté, heureusement que ça m'est arrivé parce que j'en ai appris beaucoup, déjà sur moi-même, sur mes propres capacités et aussi bah, sur le milieu entrepreneurial. Maintenant, je sais comment aborder les choses, je sais comment manager les choses. On va dire que je me débrouille. Je me débrouille maintenant C'est bien. grâce à ça. Et même bah, dans le podcast, si peut-être il y a des entrepreneurs qui traversent, comme là actuellement la situation économique, elle est pas tip top. Il y a beaucoup de dépôts de bilan, donc je comprends très très bien c'est quoi, la manière dont ça impacte une famille, la manière dont ça t'impacte en personne, déjà toi-même, et surtout trouver la force de te relever, de recontinuer, et surtout, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais l'échec, c'est pas une fatalité, quoi. C'est pas une C'est bien que tu puisses en fatalité. parler aussi au moins. Je pense que ça peut en aider beaucoup que tu puisses en parler, que parce qu'il y a des personnes qui vont peut-être se reconnaître aussi dans cette situation Ouais, ou dire: «OK, j'espère parce que c'est quelque chose, en fait, qu'on parle pas du tout. C'est un peu vu complètement». comme une honte que tu déposes bilan, que tu tapes ton nom sur paper et tu vois une procédure collective, liquidation judiciaire. T'as honte, tu vois, tu te sens sale. Ouais, Mais ensuite, faut pas oublier quand même que tu as eu un parcours, tu as réussi à tenir une boîte en France, qui est pas chose simple. Malgré que ce soit fini, il y a toujours moyen de te relever, de recommencer. Surtout en étant bien entouré, en étant bien accompagné, parce que souvent, des fois, beaucoup de défaillances d'entreprise peut être évitée si les dirigeants sont bien accompagnés. complètement. Je reviens un petit peu en arrière, parce que ça, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse. Quand une personne commence dans le milieu du salariat, on va dire, et passe dans ce milieu entrepreneurial, ça a été quoi le déclic pour te dire: «OK, je rachète une boîte»? L'argent, Non, mais c'est l'argent. important, il faut le dire, c'est Ah ouais, non, mais il faut pas être faux, hein. Faut pas être faux, faut pas dire que, ouais, j'entreprends par passion ou quoi, sachant que les métiers qu'on fait, c'est des métiers physiques, donc pour avoir de la passion dedans, quand même, il faut y aller. Non, c'est l'argent. C'est l'argent, faut pas se l'argent. mentir.
dans le bâtiment, la particularité, c'est que tu peux très, très bien gagner ta vie quand, tu gères très, très bien ta boîte. Faut pas se mentir. Tu peux faire de très belles marges quand tu négocies bien avec tes fournisseurs. Faut pas se mentir. Le métier du bâtiment, c'est déjà, on va dire, le poumon de l'économie, le bâtiment. Et très sincèrement, je connais beaucoup de patrons dans le bâtiment à côté de moi, ils sont pas du tout malheureux. Du coup, j'enviais cette vie-là, tu vois. Surtout que, bah, à l'ancienne sur YouTube, tout ça, tu voyais un peu le e-commerce, tout ça. Moi, j'ai essayé, c'était pas du tout mon truc. Je suis plus quelqu'un de manuel. Donc, je me suis dit, il y avait une opportunité qui se présentait à moi de pouvoir reprendre cette entreprise-là. Je voyais qu'elle faisait des bons bénéfices. Bah, je me suis dit, bah, go, allons-y, quoi. Et pourquoi t'as racheté une boîte et t'as pas décidé d'ouvrir ta propre boîte? Pourquoi est-ce que j'ai racheté une boîte? Parce que, si tu veux recommencer une boîte, c'est assez compliqué parce que là, je me suis dit: «Il y a déjà un support client, il y a déjà des marchés qui ont été gagnés, donc j'avais juste à pérenniser et continuer l'activité». C'est ce que je m'étais dit, de base, tu vois? Et je trouve que D'accord. racheter une entreprise, ça peut être une bonne chose quand c'est bien fait, surtout quand tu as une vie de famille parce que moi, si tu veux, j'ai été, parent très, très jeune. Je me suis marié très, très jeune. Donc je me suis dit: «Je me voyais pas, démarrer à zéro et laisser ma vie de famille, à côté». Même si quand, je l'ai racheté, bah, il y a plein d'erreurs que j'ai fait, même avec ma vie de famille où j'ai su mal gérer mon temps, j'ai pas toujours été présent. Mais de base, l'idée c'était de, commencer sur un socle déjà qui a été bâti et moi juste de continuer l'activité avec le réseau que j'avais, auprès des bailleurs sociaux et des collectivités pour que l'entreprise puisse se pérenniser et léguer, un truc à mes enfants et à ma descendance, quoi. D'accord. Et du coup, tu penses ça a été quoi ta plus grosse erreur, du coup, sur ton entreprise, sur ta précédente entreprise et tu t'es dit: «OK, j'ai tellement appris de cette erreur que c'est ce qui va me pousser, on va dire, à recréer une nouvelle entreprise», donc depuis de janvier 2025? Moi, la plus grosse erreur, c'était au niveau, du management. Donc, si tu veux, quand j'ai repris l'entreprise, il y avait des chargés d'affaires et des techniciens. Les techniciens, ils étaient bien, mais si tu veux, j'avais, 2 commerciaux chargés d'affaires qui, eux, étaient un peu contre la reprise et au lieu de me séparer d'eux, moi, je les ai gardés et au fur et à mesure, si tu veux, ils ont, empoisonné, tout le reste de l'entreprise avec des pensées négatives. Et du coup, bah, les techniciens, tout ça, ils étaient plus motivés, les commerciaux, ils étaient plus motivés à chercher de nouveaux chantiers. Du coup, au fur et à mesure, bah, le chiffre d'affaires a dégringolé jusqu'à la liquidation judiciaire. Du coup, dans la plus mais j'ai si tu veux, j'ai fait 2 grosses erreurs. Donc, déjà, dans un premier temps, ne pas me séparer, des éléments toxiques au bon moment et la D'accord. deuxième erreur, écouter sa femme. Parce que si tu veux, ma femme, elle avait, déjà repéré tout ça et moi, comme une tête de mule, j'ai dit: «Non, t'inquiète, je gère». Et en fait, non, elle avait très bien vu les choses. Elle avait très bien J'ai vu les l'impression qu'elle choses. travaille avec Comment? elle travaille avec toi? Ouais, de temps en temps. De temps en temps, elle venait, comme ma femme, elle était assistante administrative. Du coup, elle m'aidait un peu et elle, si tu veux, elle arrivait bien à cerner les gens parce que moi, je cernais pas trop bien les gens, quoi. Et aussi, la troisième erreur, je pense que quand tu vois ton entreprise qui est en train de couler, toi, tu veux te donner de l'espoir, mine de rien, en te disant, «Je peux toujours essayer de rattraper». Du coup, tu manques de transparence auprès de tes clients. Tu oses pas leur dire, bah, que, mon entreprise, c'est chaud. Du coup, on va dire, tu, Mmh. modifies un peu la vérité pour pas qu'ils se rendent compte du pot au rose. Et ça, c'était l'une de mes plus grosses erreurs de pas avoir été honnête avec, certains de mes clients. De leur dire, en fait, que mon entreprise, elle est défaillante. Aidez-moi. Au contraire, moi, je me suis dit: «Bah, je peux gérer tout seul et que j'ai besoin de personne». Du coup, manque Ouais. de transparence et d'honnêteté avec mes clients et surtout, j'ai été très, très mal Tu entouré. un peu rentré J'avais dans une un cycle, mauvaise quoi. comptable. Je crois que ça bug. Tu m'entends? Ouais, tu m'entends? Ouais, c'est bon, je t'entends, ouais, ça a buggé. Ouais, je te tu m'entends, c'est Ouais, bon? je te disais que, Ouais. ouais, c'est bon. Simplement moi, ça bug un peu. Non, c'est bon, c'est nickel.
Du coup, ouais, je te disais que moi, en fait, la plus grosse erreur, c'était quoi? C'était l'une aussi des plus grosses erreurs, c'est d'avoir été mal entouré et très mal conseillé. J'avais pas choisi mon banquier, j'avais pas choisi mon comptable. Si tu veux, j'ai pris tout le package de l'ancien dirigeant qui, eux, étaient habitués à l'ancien dirigeant, mais ils n'étaient pas habitués à moi. Et j'ai pas su m'entourer de personnes qui croyaient réellement en mon projet. Et du coup, si tu regardes aujourd'hui le chemin que tu as parcouru, de quoi tu es le plus fier? De quoi je suis le plus fier? Je pense que c'est d'avoir essayé et d'avoir échoué. C'est peut-être 2 choses qui ont rien à voir, mais franchement, pour moi, cet échec, ça a été une très, très grosse leçon. Parce que sans cet échec, j'aurais jamais eu, on va dire, tout ce que, j'ai appris aujourd'hui, tu vois? C'est grâce à cet échec-là qu'aujourd'hui je suis, la personne que je suis aujourd'hui, où j'ai pu comprendre que j'avais de la résilience, que je peux me relever d'un échec qui, pour, les gens, de l'extérieur semble, on va dire, impossible de se relever, mais non, il y a toujours possibilité de se relever, il y a toujours possibilité de continuer et aujourd'hui, je suis très fier de ça et aussi, vraiment, je remercie ma femme parce qu'elle a su être à mes côtés et elle m'a toujours encouragé, elle m'a toujours poussé à me relever et ouais, non, franchement, c'est ça aujourd'hui dont je suis le plus fier. L'échec a été, on va dire, ma plus grosse «réussite» entre guillemets. C'est important des fois aussi, hein, il y en a beaucoup, hein, on oublie qu'il y a des personnes qui ont des super réussites, mais ils sont passés par des moments où C'est ça. ils en parlent pas, c'est pas simple déjà d'en parler. Donc c'est enfin voilà, je pense, il faut mettre un peu son ego de côté, hein, faut le dire, hein, des fois, hein, de parler de Ah ses ouais, échecs, bah, là, crois-moi que ça t'apprend une très grosse dose d'humilité, hein. Là, tu sais que t'es pas invincible, tu es à l'abri de rien, à l'abri de tout perdre, du jour au lendemain. Donc non, 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 c'est il faut comment on dit? Il faut apprendre de ses échecs. Si tu apprends pas de tes échecs, tu vas toujours reproduire la même chose. Quand tu as un échec, il faut que tu te poses, que tu réfléchis pourquoi est-ce que c'est arrivé, quoi et complètement. en tirer leçon et se relever et continuer. Et qu'est-ce qui t'a poussé du coup à créer aujourd'hui Makassi, donc après 2 ans de période un peu plus compliquée? Comment tu as réussi à te relever, dire: «OK, ça y est, je recrée une entreprise, je repars à zéro» ou c'est un rachat d'entreprise que tu as fait Makassi? Non, 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 là, ma cassie, je repars vraiment de zéro. Je repars vraiment, de zéro, zéro, zéro. Qu'est-ce qui m'a poussé? Sincèrement, je pense que c'est un peu de la vengeance, hein, par rapport à cet échec-là, où, j'avais envie de me prouver à moi-même que c'est bon, j'ai appris, je me relance et cette fois-ci, je vais réussir. Donc, c'est vraiment ce mot d'ordre que j'ai parce que Makassi, si tu veux, dans le dialecte de chez moi, ça veut dire force. Donc, D'accord, pour moi, en donc c'est fait, un si peu tu veux ouais, tu veux te prouver à toi-même qu'au final c'était une erreur, tu as appris, c'est ça. maintenant tu es plus dur, tu sais les erreurs que tu as fait, tu t'es formé et donc là tu arrives avec une nouvelle ambition. Exactement, exactement, c'est ça et aussi, d'un côté, j'ai un bon réseau qui m'aide là actuellement, où j'avais des anciens clients qui ont su, ce qui m'était arrivé et qui me donnent du travail aujourd'hui et qui m'accompagnent, quoi. Donc non, 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 c'est vraiment un esprit de vengeance qui m'anime, on va dire, de la bonne vengeance, parce que c'est pas contre quelqu'un, mais c'est un peu contre moi-même, tu vois? Ouais, c'est la meilleure des vengeances. Au Voilà, moins non mais parce que voilà, sinon c'est dangereux. Là tu t'en prends qu'à toi-même, tu as envie de dire: «OK, j'ai fait des conneries, mais maintenant OK, là maintenant je suis un nou, voilà, j'ai exactement. souffert, j'ai vu, maintenant je veux me prouver à moi-même» et j'imagine en soi, l'humain est comme ça, il y a peut-être toujours une part de dire: «Voilà, je vais prouver aussi aux autres personnes qui, bah, mes commerciaux qui étaient un petit peu durs avec moi, qui voulaient pas que je rachète la boîte, qu'au final, j'étais jeune, mais maintenant regardez ce que je peux faire quoi». J'ai pas enfin je sais Ouais, c'est un peu ça, l'esprit qu'il y a derrière et surtout, en fait, je veux vraiment me spécialiser dans quelque chose que je maîtrise à 100 parce qu'aussi dans la première entreprise, il y avait des choses que je maîtrisais pas forcément, parce qu'on confond souvent, le plombier du chauffagiste. C'est 2 choses à part et ça, il faut bien vraiment sûr. se le mettre dans la tête. Le chauffagiste, lui, il intervient vraiment sur le système de chauffage, donc sur la production de chaleur et le plombier, il intervient sur toute la partie sanitaire. Après, il y en a qui font les 2, mais moi, j'étais vraiment spécialisé chauffage, pas de plomberie, vraiment que chauffage et c'est pour ça aussi que, dans ma cassie, je suis vraiment orienté que chauffage, l'efficacité thermique et c'est tout. OK et du coup concrètement, maintenant ça nous fait une belle transition pour parler un peu plus de Makassi, parler des meilleures choses, des bonnes choses maintenant. À quoi ressemble, on va dire ton quotidien, chez Makassi? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu accompagnes les clients? Présente toute ton entreprise.
Bah là, si tu veux, comme je redémarre de zéro, il fallait que je me refasse une clientèle. Du coup, c'était beaucoup de prospection. Au début, je me disais que j'allais jamais me lancer sur LinkedIn parce que je trouvais pas trop d'utilité. Et mine de rien, bah, j'ai partagé mon histoire, j'ai juste été transparent et j'ai partagé un post. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Il y a eu un bel engouement où j'ai eu presque 2000 j'aime, plein de republications. Et bizarrement, OK. ça m'a apporté des clients en fait. Donc, si tu veux, là, je suis en train déjà de préparer mon année 2026 et j'aurais jamais cru que partager mon expérience allait pouvoir m'apporter autant de potentiels clients, quoi. Ou, bah, si tu veux, mes quotidiens aujourd'hui, c'est rythmé par quoi? Bah, beaucoup d'appels téléphoniques, beaucoup de rendez-vous pour préparer justement l'année 2026 pour des chantiers, pour de la maintenance et quelques chantiers de chauffage. Donc, le matin, si tu veux, je dépose mes enfants à l'école. Et ensuite, après, je passe beaucoup d'appels et beaucoup de rendez-vous, beaucoup de visites terrain, beaucoup de devis, beaucoup de maintenance, de pas plus tard qu'hier, par exemple, non pas hier, plutôt la semaine dernière, j'étais parti dans un entrepôt industriel pour pouvoir remettre en route le chauffage, quoi. Et voilà, mon quotidien, c'est rendez-vous, devis et du terrain. Terrain, là, ce que tu préfères, on va dire, ce que tu C'est ça, maîtrises. c'est ça. Mais maintenant, en fait, sur cette structure, j'ai vraiment envie de plus trop avoir ce profil terrain, mais vraiment avoir ce profil de chef d'entreprise où, on va dire, je travaille sur mon entreprise et pas dans mon entreprise, où j'évite d'aller beaucoup sur le terrain parce qu'après ça me défocus sur la vision que j'ai, pour cette entreprise-là. D'accord. Est-ce que là, du coup, tu travailles avec des personnes sur le terrain actuellement? Tu as des personnes dans l'entreprise? Là aujourd'hui on est 3. On est 3. Il y a moi, ma femme et un technicien, on va dire sous-traitant, mais avec qui je bosse, énormément. D'accord. Et là normalement j'espère, d'ici fin de cette année, début d'année prochaine, embaucher mes premières équipes en propre et maintenant après, déployer, dans toute l'Île-de-France et les Hauts-de-France. OK. Et du coup, quel type de client maintenant t'accompagne? Les types de clients que j'accompagne actuellement, c'est beaucoup, des syndics, des entreprises, donc IDEX, j'assiste des exploitants dans leur mission, de chauffage. Par exemple, quand ils ont des travaux, de chaufferie, moi j'interviens pour pouvoir, être la main pour pouvoir, rénover la chaudière, rénover la chaufferie, donc faire toute la tuyauterie, la distribution, la pose des radiateurs et aussi j'ai des clients en propre ou des syndics de copropriété où, je m'occupe, de leur système, thermique. OK. Donc ma typologie de clients, c'est vraiment que du professionnel, que du professionnel. Je fais pas de particulier parce que le particulier aussi, c'est un monde à part. C'est un monde que tu maîtrises peut-être moins pour l'instant, c'est de tu en faire, dans le futur ou pas forcément? Sincèrement, j'aimerais en faire dans le futur parce que quand même, il y a beaucoup de potentiel, surtout avec tout ce qui est pompe à chaleur, les chaudières murales, les rénovations énergétiques. Il y a beaucoup de travail à aller chercher dedans. Mais pour l'instant, je ne maîtrise pas. Quand j'aurai beaucoup plus de bouteilles, peut-être je réinterviendrai dans ton podcast fin 2026 et je te dirai un peu l'évolution. Ah, Et avec plaisir. peut-être, ouais, peut-être dans un futur, mais pas tout de suite. OK. Et donc là, actuellement, une nouvelle boîte depuis janvier. C'est quoi un petit peu ta vision? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise, par exemple, ça fait 2 ans qu'ils ont une boîte et qui ont pas forcément de vision et toi, tu m'as l'air, on va dire, d'avoir préparé, de vouloir travailler sur ta boîte et non dedans. Donc c'est quoi un peu ta vision pour ces prochaines années? Qu'est-ce que tu à quoi tu aspires? Bah, ma vision, en fait, si tu veux, avec ma Cassia Énergie et Services, c'est vraiment de redorer l'image du chauffagiste. Donc, c'est un outil qu'on connaît pas beaucoup. On voit juste de grosses machines, mais on connaît peu le travail qu'il y a derrière. Et moi, justement, j'ai envie d'apporter une nouvelle image de ce métier-là, avec une nouvelle manière de communiquer euh, et ouais, redorer l'image de du chauffagiste. Et ma vision pour ma Cassia Énergie et Services, c'est d'être leader de mon secteur, sincèrement. Donc, si tu veux, j'ai un plan sur 10 ans où OK, j'aimerais beaucoup, j'ai des clients cibles que j'aimerais pouvoir toucher comme la région Île-de-France, la région Hauts-de-France pour pouvoir faire la maintenance de leur collège, de leur lycée parce que c'est ma spécialisation, c'est ce que je connais de mieux. J'ai toujours fait ça. Donc, travailler avec eux, travailler avec des poids lourds du secteur, quoi. OK, Donc, donc ça, c'est la vision sur 10 ans, devenir un peu le leader, le leader de ce côté-là. exactement.
exactement. Parce que si tu veux, aujourd'hui, bah, les leaders, on connaît les gros, hein, on connaît Engie, IDEX, les Dalkea, les leaders nationaux. Bien Et sûr. je me suis dit, bah, comme on va dire, ils ont une vision un peu vieillot du métier, moi j'ai envie de pouvoir montrer un peu, redynamiser ce secteur, montrer ce qu'on fait. Et il y a de belles choses à faire parce qu'on voit beaucoup de sites, on voit beaucoup de quartiers, on travaille dans des lieux tellement improbables que je me dis, bah, il faut que les gens puissent voir ça, tu vois. Donc c'est ma vision. Redorer l'image du chauffagiste et être leader dans mon domaine, quoi qu'il Et arrive. et comment du coup t'aimerais redorer, comment tu vas t'y prendre pour redorer cette image? Bah déjà, LinkedIn, c'est un bon moyen. C'est un bon moyen déjà de partager son quotidien, mais j'ai envie de pousser un peu plus ça avec un beau site internet, des belles communications, comment ouais, une meilleure communication. Parce que OK. dans le bâtiment, c'est ce qui manque, hein. Beaucoup d'entreprises font du bon travail, mais il y a pas de communication du tout. Du coup, c'est maintenant tellement que tout est digital, même les chargés d'affaires aujourd'hui, même quand tu veux répondre à des appels d'offres, bah, les premières personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur internet ou sur LinkedIn pour voir en fait ce que tu fais. Et je trouve que c'est dans notre domaine, c'est sous-exploité. OK, super intéressant. Ça lance un peu notre, la partie, un peu, digitale, ce côté-là. Est-ce que toi, actuellement, dans ton quotidien, tu utilises quotidiennement, des outils, digitales, des outils qui t'aident à gagner du temps, ou pas forcément encore? Si, bah, mon autre ami national, ChatGPT. Comme beaucoup, ouais. Ouais, 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 il m'aide quand j'ai des problèmes sur une chaudière. Je lui demande qu'est-ce que t'en penses et il arrive à m'aiguiller, hein. Franchement, je savais pas ça, hein. Mais il arrive à m'aiguiller dans mes dépannages, tout cela. Et même des fois dans ma gestion client, il me donne il m'aide à trouver des stratégies pour pouvoir pour pouvoir plutôt approcher certains types de clients qui sont pas faciles à aborder en tant que tel. Et le pire, c'est que ça fonctionne. J'étais vraiment choqué. Et aussi la digitalisation aussi, ça va beaucoup dans nos chaufferies maintenant parce que les clients maintenant ils veulent beaucoup de reporting en temps réel de comment se portent leurs installations, tout cela. Donc il y a beaucoup, il commence à y avoir de plus en plus de systèmes de report en direct des chaufferies. Donc D'accord. des pompes, savoir l'état d'usure, comment est-ce que l'installation va à l'instant T, quoi. Et il y a de plus en plus de moyens comme cela qui se développent dans les chaufferies, de plus en plus. Et Donc, tu l'utilises, toi? non, pas encore, pas encore. Quand je travaillais avec les bailleurs sociaux, oui, ils commençaient à mettre en place. Ils commencent à D'accord. mettre en place, mais c'est encore trop jeune. Et je trouve que c'est pas encore bien, bien, bien détaillé pour notre métier. Il y a toujours des petits aléas, il manque toujours quelques informations qui, des fois, nous aiguillent mal dans notre maintenance et dans nos tâches quotidiennes. Qui manque un petit peu, dans 2-3 ans, quoi, je dans deux Ouais, trois je ans, pense parce que là, c'est trop jeune. Mais c'est en train de se perfectionner, hein. Par exemple, dans les ascenseurs, aujourd'hui, il y a Humantail qui, eux, c'est une start-up qui font de la maintenance ascenseur, mais qui ont réussi à créer une sorte de logiciel hyper ergonomique qui peut te faire un reporting en temps réel de l'état d'usure de ton ascenseur. Du coup, ça serait cool que demain, il puisse y avoir des choses comme ça pour les chaufferies, tout cela. Et aussi, c'est un argument de poids auprès de nos clients parce qu'ils vont voir un support technique, donc ça va être plus facile de leur expliquer vraiment ce qui se passe dans leurs installations et bien pourquoi sûr. du comment. Parce que des fois, on va dire, on a le chauffagiste, il a un peu la réputation de gonfler ses prix, alors que non, des fois c'est tout simplement justifié. Mais la personne, comme elle ne connaît pas techniquement ce qui se passe, bah eux ils voient juste une pompe à 5 000 € à changer, mais ils se disent mais comment est-ce que la pompe elle a elle est morte en peu de temps comme ça, alors que s'il y avait vraiment une intelligence artificielle ou un système qui permet de voir l'état de l'usure, même nous, dans la maintenance, ça va pouvoir nous aiguiller et savoir vraiment ce qu'on doit faire, comment agir pour pouvoir optimiser au mieux l'installation. Donc voilà, s'il y a une personne qui veut lancer une start-up, qui veut créer ça, allez-y, on vous attend, C'est ça, en 10% rapidement. des parts, Ouais, pour avoir voilà, inspiré l'idée. 10 des parts, l'idée est là, allez voir, on se contacte, je mets ton lien LinkedIn en commentaire et c'est parti, hein. Voilà. Du coup, Hem, c'est ça. C'est ça, mais OK. la digitalisation, elle commence à venir dans notre métier, lentement, mais sûrement. Bien Et sûr.
Je pense que demain, dans 10 ans, j'ai une bonne vision où je me dis que malgré le fait que, l'intelligence artificielle parce que mine de rien, l'intelligence artificielle va supprimer beaucoup d'emplois, ça j'en suis convaincu, mais, les métiers du bâtiment, ça sera très difficile de remplacer ça par une intelligence artificielle. Demain, tu auras toujours besoin d'un humain quand, ton bâtiment ou quand ton data center aura plus de chauffage, aura plus de clim, ce sera toujours un technicien qui va venir et réparer cette chose-là. Donc, c'est un métier avec énormément d'avenir et encore plus avec, la digitalisation aujourd'hui, hein. Ouais, Faut je pas pense. avoir peur de ça, hein, dans notre métier, hein. Au contraire, faut voir ça comme un accélérateur de business. Ouais, parce que je pense que en soi, le bâtiment pour moi, ce sera un des derniers secteurs à être réellement touché par tout ce qui est intelligence artificielle, voire le dernier, voire jamais. Mais je Jamais, pense que ça va être pratiquement important. jamais le bâtiment, les métiers du bâtiment, ils seront jamais touchés et j'ai vu, le PDG de Nvidia qui a dit une chose très vraie. Il a dit: «Les millionnaires de demain, ce seront, les plombiers et les électriciens» et c'est complètement vrai. Ce sont des métiers nobles. Ça fait des siècles que ça existe et malgré, l'évolution technologique qu'il y a dans le monde, tu vois toujours que ces métiers-là ne bougent pas. On en aura toujours besoin. Ouais, c'est très pertinent. Je pense que ça bougera pas. Autant essayer de s'aider pour gagner du temps encore, parce qu'au final, l'IA, on va dire, c'est là pour gagner du temps. Mmh. Donc à tous les on va dire à tous les artisans je vous invite à vous regarder, à regarder ce qui se fait, à être actif, même si des fois on n'a pas le temps, hein, sur le principe, hein. Des fois, Bah, je peux comprendre. il faut savoir se le dégager, mais oui. Oui, 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 il faut tu obligé de te tenir, tu toujours obligé de te tenir au courant. Toujours. Surtout maintenant où tout va vite. Tout va Ça va hyper tellement vite. vite maintenant, en 2 mois ça change de Exactement, donc surtout, faut même, être, c'est nous, sûr. au niveau des chaufferies, tu as toujours, de nouvelles choses. Donc non, tu es obligé de te former continuellement dans notre métier. Tu es obligé. C'est même une obligation. Justement, si tu devais recommander un seul outil digital à un professionnel du bâtiment qui utilise rien, presque pas grand-chose, quoi, on va dire, il a un site internet, il a deux trois trucs, mais il utilise vraiment pas d'outils pour s'aider lui dans son quotidien, ce serait lequel que tu lui recommanderais? Déjà ChatGPT, qui s'aide de ChatGPT parce que ça peut être un très, très bon allié. Un très bon allié, un très bon psychologue des fois. Hem et aussi le logiciel que j'utilise pour tout ce qui est facturation que j'ai vu que je vais mettre en place, c'est Interfast. Interfast où, OK. ça permet vraiment de, comment on appelle ça? De, pouvoir digitaliser Il est compliqué. digitaliser, Ouais, le métier, bah, tout ce qui est la gestion, terrain, de reporting client. Maintenant, tout peut se faire à partir d'une tablette parce que j'en vois encore beaucoup qui signent des papiers et tout. À un moment, enfin, il faut savoir évoluer avec son temps, quoi. En plus, ça coûte pas, cher, un iPad, et pas forcément un iPad, hein, mais une tablette, avec, interface de dedans, tu fais ton rapport, tu fais ta facturation, tu fais ton devis, aujourd'hui, il y a moyen d'aller très vite, hein, dans notre domaine, hein. ouais, je suis d'accord. Comment tu verrais évoluer la performance énergétique, ton domaine dans 3 à 5 ans? Comment est-ce que ça évolue? Ouais, comment tu penses que ça va être dans 3 à 5 ans? Comment tu verrais, on va dire, ce monde vraiment, l'énergie, tout ça, heu, Bah, évoluer? là, actuellement, l'énergie est en plein essor, hein. Avant, nous, on était les premiers à alerter sur les dangers climatiques, qu'il peut y avoir, dans les bâtiments. Parce qu'il faut savoir que la chose qui pollue le plus dans un bâtiment, c'est, ton système thermique, hein. C'est ta chaudière, ta pompe à chaleur, ça te consomme en électricité, en gaz. Donc je pense que l'optimisation qu'il y aura dedans, c'est, je pense qu'il y aura beaucoup plus de systèmes de régul parce que, la régulation aujourd'hui, ça nous permet déjà dans un minimum plutôt actuellement, ça nous permet dans un minimum, de pouvoir, gérer au mieux nos installations, de consommer moins. Mais je pense que demain, les constructeurs, ils vont créer encore des, chaudières et des pompes à chaleur 2 fois plus performantes et qui vont consommer moins. Donc je pense que, c'est ça l'avenir, hein. Surtout que là, maintenant, l'avenir, c'est plus trop les chaudières. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus, les pompes à chaleur. Donc, tu as des OK. pompes à chaleur, que ce soit chez les particuliers ou, dans les gros sites, hein. Maintenant, tout le monde commence à mettre des pompes à chaleur. Donc, je pense que les chauffagistes d'aujourd'hui doivent déjà commencer à se former dans la climatisation et le froid industriel. Parce que je pense que l'avenir, ça va être le froid industriel, hein.
Ça sera plus trop la chaleur, comme il y a aujourd'hui, ça sera beaucoup de froid industriel. OK. Super, super intéressant. On arrive à une petite activité comme d'habitude, c'est un petit peu l'actu du jour. J'ai regardé un peu les actus du moment, quelque chose un peu en lien avec ton domaine et je voulais avoir un peu ton avis dessus. Pour le coup, c'est vraiment dans on est bien, on est dans l'énergie, on est dans tout ce qu'il faut là. Donc au moins, c'est vraiment un sujet que tu connais bien et puis en même temps, c'est aussi un sujet, à l'air, on va dire, on entend partout parler d'énergie, on met la télé, on entend parler de ça, on entend parler de ci, on entend tout et rien et du coup, l'actu, c'est, hem bon, évidemment, la hausse des rénovations énergétiques, ça, on le voit évidemment en 2025, notamment sur les bâtiments publics et tertiaires ou même le particulier. Oui, bah, c'est une Hem obligation, hein. et en plus, c'est une obligation et on entend quand même parler d'un vrai virage sur la partie neutralité carbone des bâtiments. Ouais. Et toi qui travailles directement avec des pros, est-ce que tu ressens vraiment cette accélération sur le terrain? Parce que maintenant, ça fait déjà, on va dire, une dizaine d'années que tu es sur ce milieu. Ah Est-ce bah que tu oui. ressens cette Ah accélération? oui, ah oui, ah oui. Énormément. Sans te mentir, les rénovations de chaufferie aujourd'hui, c'est en veux-tu, en voilà, hein. Il y a beaucoup de copropriétés aujourd'hui qui chauffent encore au fioul, qui remplacent par des D'accord. chaudières à gaz, par des pompes à chaleur ou du, fioul biologique. Aujourd'hui, maintenant, le mot d'ordre, c'est, diminuer la consommation carbone des bâtiments. C'est vraiment le mot d'ordre et non, il y a tous les bâtiments qui se réhabilitent aujourd'hui, c'est pratiquement le mot d'ordre, hein. C'est, neutralité carbone partout, hein. Que ce soit dans nos gros œuvres et OK. encore plus dans notre partie à nous, hein, parce que c'est notre partie, c'est nous un peu les cœurs du métier, dans le thermique, c'est il y en a énormément, il y en a énormément, tout le monde veut diminuer, trouver la solution la plus performante pour pouvoir diminuer, son empreinte carbone, diminuer sa consommation. Mais après, par OK. contre, je trouve que des fois, il y en a qui vont trop fort, comme par exemple l'État qui dit que, la température de service, ça doit être de 19 degrés dans un logement. C'est dans C'est froid. pour nous, OK, oui, ça fait consommer moins, mais aussi il faut consommer moins, mais aussi améliorer le confort, de l'utilisateur, quoi. Parce que, 19 degrés, c'est pas assez, hein. Moi, je sais que, chez moi, je chauffe minimum à 21-22. Donc 19 degrés en plus, pour, des copropriétés ou, des bailleurs sociaux, c'est trop juste. Donc il faut aussi qu'on Ouais, bien trouve sûr. l'équilibre, dans cela, quoi. Diminuer son empreinte carbone, oui, mais sans déranger, le confort des utilisateurs. OK et tu penses qu'on va y arriver d'ici les prochaines années, justement, à Je avoir quand même pense, cette ouais, diminution, mais ouais, c'est bien parti, hein. C'est bien parti, surtout dans les bâtiments collectifs. Aujourd'hui, il y a énormément de progression comme avec, aujourd'hui, il y a des robinets thermostatiques connectés au téléphone, tu des pieds de colonne aujourd'hui où, quand tout est bien fait, il y a moyen de vraiment faire beaucoup d'économies d'énergie en améliorant même le confort, des utilisateurs. OK. Bah, écoute, super pertinent. Là, s'il y a je sais pas, une personne qui a une maison et qui veut économiser de l'énergie, on va dire sur du particulier vraiment, qu'est-ce que tu lui conseillerais de voilà, sur ce côté-là un peu particulier où des fois, ils peuvent être un petit peu perdus, donc toi qui travailles uniquement avec les pros, est-ce que tu aurais quand même un conseil à lui donner? Pour un particulier, avoir une très bonne isolation, thermique déjà dans un premier temps. Il faut que la maison soit bien isolée avec, des bonnes menuiseries, étanches, une bonne isolation extérieure parce que même si tu auras beau avoir, la dernière pompe à chaleur ou la dernière chaudière dernier cri avec, les radiateurs dernier cri, tout connecté, mais si ton isolation, elle est pourrie, ça va rien faire et tu vas voir que ta consommation de gaz et d'énergie va exploser. Donc dans un premier temps, pour un particulier, c'est vraiment la rénovation globale de sa maison, donc l'isolation extérieure, les menuiseries et ensuite, la chaufferie et ensuite, plutôt la chaudière. Ça sera vraiment en dernier, quoi. Et dans un premier temps, il faut vraiment améliorer, les supports et après la technique. OK, donc d'abord isolation, regarder si tout va bien, puis derrière aller un peu plus dans les détails pour voir ce qui pourrait être amélioré. Exact. OK, on change un peu de sujet, on arrive un peu sur la partie, conseil, un peu transmission, et aujourd'hui, j'ai toujours cette question, elle m'intéresse, c'est qu'est-ce qui t'anime vraiment dans ton métier aujourd'hui? Dans ce que tu fais, qu'est-ce qui te permet de te lever tous les jours?
Qu'est-ce qui me va? Franchement, la passion, hein. J'aime beaucoup ce que je fais. J'aime beaucoup ce que je fais. J'aime beaucoup ce que je fais. Même, tu découvres toujours de nouvelles choses, de nouvelles techniques. T'es obligé d'être à l'affût, t'es obligé d'être curieux. Ça fait travailler ton cerveau, quoi. Tu découvres tout le temps de nouvelles choses. Il y a toujours de nouvelles technologies qui sortent, de nouvelles installations qui sortent, de nouveaux modules qui sortent. Donc, c'est un métier où tu es obligé d'être curieux, tu es obligé de t'informer, tu es obligé de comprendre, t'es obligé de mettre la main dans la pâte, tu es obligé de te débrouiller par toi-même. C'est vraiment un métier de débrouillard, je dirais. Et c'est ce que t'aimes. Ouais. Ouais, c'est bien, c'est top. Hem, Très bien. On arrive donc on va dire la question que je pose à chaque fois qui est quand même super importante, même pour moi qui est assez jeune, c'est que si demain il y a un jeune qui voulait se lancer dans ton type de métier, qui voulait créer une entreprise, quel conseil tu lui donnerais? Quel conseil je lui donnerais? Dans un premier temps, établir une vision claire de où tu veux aller, comment tu te vois toi, ton style de vie, ce que tu veux toi déjà dans les 5 à 10 ans. Surtout lui rappeler que l'entrepreneuriat, c'est un métier de longue haleine, c'est un métier long. Faut pas croire tout ce qu'on voit aujourd'hui sur Internet où tu peux développer un business en 6 mois. Non, c'est un métier, surtout dans le bâtiment, c'est vraiment des entreprises où tu es obligé de voir à long terme. C'est pas une entreprise où tu peux faire des coups comme ça, comme on voit dans l'e-commerce. Tu dois vraiment avoir une vision long terme, bien t'entourer, avoir un bon banquier, un bon comptable, un bon fiscaliste, vraiment avoir des personnes qui croient en toi et chercher de bons clients. Aujourd'hui, il y a énormément de clients, il y a énormément de personnes qui recherchent parce qu'aujourd'hui, on est confronté à un vrai problème où tu as beaucoup de demandes, mais il y a peu de répondants. Parce que OK. c'est des métiers qui sont en tension. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ce métier-là. Et du coup, un peu, c'est les métiers qu'on fait, c'est une mine d'or, hein. C'est vraiment une mine d'or. Il y a énormément de demandes. Donc, si tu t'y prends bien, tu gères bien, tu peux réussir dans les 2, 3 années à venir, quoi. Tu peux réussir largement. Ça demande juste une bonne gestion, être intelligent, bien t'entourer. Et comment tu lui conseillerais de se former du coup? Tu t'es revenu un petit peu sur le sujet tout à l'heure. Se former, se former auprès des anciens du métier. Déjà, ils vont t'en apprendre beaucoup. Ne pas avoir peur de poser des questions, ne pas avoir peur du ridicule, parce que des fois, tu crois que tu vas poser une question bête alors que non. Toute question est pertinente, surtout dans nos métiers où il suffit juste que tu fasses une erreur, tu peux flinguer une machine qui coûte entre 100 et 200 000 euros, quoi. Donc, vaut mieux poser toutes les questions que tu as, toutes les interrogations que tu as, pose-toi ces questions-là. Pose ces questions-là, trouve un bon mentor qui va savoir t'accompagner et te former. Et toi-même aussi, forme-toi dans la comptabilité, forme-toi dans la fiscalité. Reste pas que ancré avec les œillères dans le métier, mais non. Quand tu décides d'être chef d'entreprise, tu es obligé de lever la tête et de regarder autour de toi. C'est obligé. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Formez-vous, je pense que maintenant tout va tellement vite, il y a tellement de choses, surtout qu'on est chez l'entreprise, au final, on se retrouve à gérer des choses qu'on n'aurait sûrement jamais imaginé à devoir gérer ça, quoi. On pensait que nous, c'était juste la partie technique, terrain et puis au C'est final, ça. tu te retrouves à gérer Ah plus de non, choses qui sont plus dans le terrain que tu te dis voilà, la compta, on sait très bien que la compta française, c'est très compliqué. Si on fait la moindre erreur, ça peut faire fermer une boîte dans les 3 prochains mois. ouais, Donc, soit faites-vous accompagner, soit vraiment soyez, voilà, soyez, prêts, on va dire. Soyez prêts mentalement, mais je pense que c'est aussi très enrichissant et après on apprend beaucoup de choses derrière. exactement. Je suis complètement d'accord. On arrive à la dernière question de ce podcast. Elle nous vient toujours de l'invité précédent qui était Charles Morel et au final, ça rebondit quand même sur beaucoup de choses qu'on a évoquées dans ce podcast. Sa question, c'était: «Quelle est ta plus grosse erreur?» Donc c'est vrai qu'on l'a quand même déjà bien évoqué, mais c'est vraiment on va un peu recentraliser tout ça, c'est quelle est vraiment si tu devais retenir une erreur que tu as faite, que tu ne referais plus jamais, c'est laquelle? Être équilibré. Être équilibré dans sa vie de famille et dans son business. Faut pas que le business soit prédominant auprès de ta famille, quoi. Faut toujours avoir un équilibre. Le business, dès que tu rentres chez toi, ça reste dehors. Faut pas amener le business à la maison. Et faut savoir la priorité des choses. Savoir que ce business-là, en fait, c'est l'objectif, c'est de te donner une meilleure qualité de vie. Moi, c'est ma vision des choses.
c'est obtenir une meilleure qualité de vie où j'ai envie de faire profiter ma femme et mes enfants. Donc, c'est vraiment moi, personnellement, c'est mon avis. La plus grosse erreur que je vois beaucoup commettre, c'est, un manque d'équilibre et moi le premier, hein. Un manque d'équilibre, entre le business et la vie de famille et si t'as pas de famille, ta vie à toi, quoi, parce que tu peux vite être englouti, et finir en burn-out sans même t'en rendre compte. Donc c'est Ouais. important de lever la tête, prendre des vacances, respirer et bizarrement, tu vas voir que, justement, quand tu es équilibré auprès de ta famille ou même auprès de toi-même, ton business, il va mieux se porter parce que tu seras plus clair d'esprit. OK. Super, super intéressant. En plus, je me retrouve aussi beaucoup dans ce que tu dis, hein, parce qu'au final, quand on est jeune, on a un peu l'envie de vouloir dire: «Allez, on en fait». On travaille tous les jours, on va quand même un petit peu au sport, mais on prend pas de week-end, on prend moins de temps pour soi. Non, Heu, non et même je te dirais, je trouve que c'est dangereux. Moi avant, je me disais: «Plus je travaille, plus je vais gagner d'argent», alors que non, aujourd'hui, avec, la digitalisation, justement, ça nous aide à pouvoir mieux gérer notre temps, Bien sûr. savoir bien déléguer les bonnes tâches pour que justement toi tu puisses te dégager du temps et profiter de la vie. Complètement. C'est à toi maintenant de poser la question pour le prochain invité. Pour le prochain invité, qu'est-ce que je poserais comme question? C'est, comment trouves-tu l'équilibre entre, ton entreprise et ta vie familiale? Pour rebondir un peu du coup sur cette erreur. OK, super Exactement. pertinent. Bah, écoute, je t'enverrai le lien une fois que cette personne aura répondu à ta question. Pas de Heu, problème. ce ce sera, pas lundi Carrie, mais le lundi suivant, potentiellement. Je sais pas encore qui est l'invité, mais on trouvera quelqu'un qui pourra qui pourra répondre à cette question. Il Eh y a ben pas de écoute, merci beaucoup, Chad, pour ton partage, pour ton temps. C'était, passionnant parce que j'avais jamais eu de profil comme ça aussi. Faut le ah dire, merci. c'est que j'ai eu des profils qui ont réussi, qui ont eu des échecs, mais pas un échec, on va dire, qui amène, on va dire, à une liquidation de boîte, à faire un dépôt de bilan. Et donc je trouve ça super pertinent parce qu'au final, il y a beaucoup d'entreprises qui ferment chaque année dans le bâtiment. Je crois qu'il y en a plus de 12 700 qui ont fermé en 2024, donc ça reste énorme. Bah, oui. Donc et on parle vraiment que sur le bâtiment, donc on parle pas vraiment du tout le secteur, de entrepreneurial. Combien de personnes ferment, surtout en France où, bah, au Mmh. final, la moindre erreur peut coûter très, très, très cher. Donc merci vraiment beaucoup pour ton temps, c'était super pertinent Avec plaisir, et puis, pour tous voilà, pour ceux qui veulent te retrouver, je mets tous les liens en commentaire, ton LinkedIn, si vous voulez discuter avec lui, si vous avez moins de questions, je pense il vous répondra avec plaisir en tout cas avec plaisir. et je te laisse le mot de la fin. Fais-toi plaisir, la pression. Tu me fais un grand honneur. Bah, franchement, je dirais, travaillez sur votre business, au-dessus de votre business. Faut pas, avoir la tête dans le guidon constamment. Faut savoir relever sa tête, trouver l'équilibre et profiter de la vie. À bientôt dans la voie du BTP. Yes.